La Belle Époque, Paris, le Moulin Rouge et les Folies Bergères, les danseuses qui lancent leurs jambes en l'air, les messieurs à chapeau et à cigares assis aux terrasses de café le long d'élégants boulevards, divertissement et séduction. Nous pensons à un Paris de cartes postales qui a encore de beaux restes aujourd'hui. Mais la Belle Époque, cette période qui s'étend de la fin du 19e siècle jusqu'au début de la Grande Guerre, était-elle aussi belle que l'expression le laisse penser? Au fil des ans, Werner Böckelberg a constitué une impressionnante collection de photos du début du XXe siècle qui montre un Paris de cartes postales très différent. Un Paris du quotidien, des petits commerces, un Paris des visages anonymes, mais incroyablement expressifs. De la marchande ambulante au petit grouillot, en passant... Les photos de la collection Böckelberg ont été prises par des photographes itinérants qui se sont lancés dans ce nouveau médium, devenu plus accessible. Ils photographiaient des devantures de magasins et leurs fiers propriétaires et gagnaient leur vie en vendant leurs photos sous forme de simples cartes postales. L'historien de l'art André Jamme habite pour ainsi dire dans l'une de ses cartes postales, cette librairie de livres anciens qu'il a hérité de son père. Sa façade n'a guère changé depuis sa fondation en 1925 à Saint-Germain-des-Prés. André Jamme est lui-même un grand collectionneur spécialiste de l'histoire de la photographie. C'est-à-dire, c'est un extraordinaire répertoire de la vie quotidienne à la fin du XIXe siècle. La carte photo était la variante bon marché de la carte postale, avec des tirages inférieurs à 10 exemplaires. Une douzaine de cartes postales valait 40 centimes, et le café était à 10 centimes. Pour un ouvrier gagnant entre 10 et 20 francs par jour, prendre un café ou une bière le soir reste une dépense non négligeable. Pourtant, les terrasses de café sont pleines. Pour certains, l'alcool remplace parfois le repas. L'apéritif le plus populaire et le moins onéreux est la fée verte, l'absinthe, soupçonnée de rendre fous ceux qui en abusent. La consommation de vin est d'environ 1 litre par jour. Ce n'est pas par hasard si le bistrot qui donne son titre à l'un des romans de Zola s'appelle l'Assommoir. Le restaurant de l'Opéra est un établissement très distingué. S'y reflète non seulement la façade d'en face, mais aussi le crâne dégarni des garçons, dont le nœud papillon semble vouloir imiter la moustache. À l'assurance de la pose, au col bien amidonné et au gilet boutonné jusqu'en haut, on reconnaît le patron et son fils. La fille de celui-ci se montre déjà assez possessive, elle aussi. L'un des hommes en tablier blanc a envoyé cette carte à ses parents en Bretagne. Au dos, on peut lire « Chers parents, je vous envoie ma photographie en garçon de café. Votre fils qui vous embrasse bien fort, François. » Maxime est devenu, en fait, d'un endroit où les cochers venaient s'encanailler avec les cocottes et s'amuser, je dirais, dans les étages, en fait, après avoir pris un verre. L'aristocratie a commencé à venir s'amuser, en fait, dans ce lieu. Les gens sur cette photo, c'est le garçon de café typique de l'époque. On voit l'élégance déjà, en fait. Je trouve des gens à l'époque avec le nœud papillon, le service. Ils n'ont pas le tablier blanc, mais ils ont le frac, le pantalon noir, le nœud papillon, le gilet. Et je trouve que Maxime, c'est vrai, ça devait être un café à l'époque tellement joyeux et tellement festif et jeune. Le métier de serveur donne lieu, comme tant d'autres à l'époque, à un concours. Une fois par an, le 14 juillet, on peut voir les garçons de café, tenant un plateau avec verre et bouteilles, se lancer dans une course sur les boulevards
encouragés par un public nombreux. Courir n'est toutefois pas autorisé. Il faut marcher le plus vite possible et arriver sans rien renverser, bien entendu. Et donc à des gens qui ne s'attendent pas à voir foncer sur eux un véhicule motorisé. Avec le nombre d'automobiles, les accidents se multiplient. Et c'est encore une automobile qui vient vous secourir quand apparaissent les premières ambulances motorisées. Enfin, si vous pouvez vous l'offrir. À l'époque, seuls les malades et les accidentés les plus fortunés ont la chance d'être allongés sur des coussins douillets pour être conduits à l'hôpital par le chauffeur en uniforme d'une ambulance métropolitaine. En très peu de temps, la bicyclette devient non seulement un moyen de locomotion très répandu, mais aussi une occasion de pratiquer un loisir sportif. Des magasins et garages à vélo surgissent à tous les coins de rue. Devant le magasin Ardon, à Causes, à l'embouchure de la Garonne, se prépare une course de vélo. Tous les regards sont tournés vers le photographe qui s'est installé sur un balcon pour immortaliser cette petite foule avant qu'elle ne se mette en mouvement. Le gagnant sera-t-il cet homme dont la poitrine est ornée d'un trèfle à 4 feuilles? Voilà, donc il y a en même temps que cette photographie de commerce, une photographie d'entreprise où on voit les mêmes scénographies, donc des portraits de groupe avec les employés, les ouvriers, mais dans un cadre qui est celui d'une usine ou d'un chantier. Donc on a vraiment cette nouvelle idée qui n'existait pas au XIXe siècle, que l'univers du travail peut devenir un sujet iconographique. Donc ça, c'est tout à fait nouveau. Pour la première fois, de simples ouvriers, des artisans, des cordonniers ou des tuiliers sont pris en photo dans leur environnement quelquefois misérable. Qu'ils puissent être l'objet d'une photographie les fait monter dans leur propre estime et leur donne une assurance nouvelle, perceptible sur de nombreux clichés. La devanture, c'est le cadre. Mais les personnes ont tout autant d'importance. C'est vraiment de la relation entre les deux qu'il s'agit. Parce que ces gens travaillent là, ou sont les propriétaires du commerce. Patrons et employés forment une sorte de grande famille élargie. En France, c'était comme une carte de visite. Les commerçants étaient fiers de leur magasin, alors ils se faisaient photographier devant, avec le chien, le voisin et dans leur plus belle tenue. Les robes de ces dames étaient délicatement repassées. Et voilà le peintre avec ses ustensiles. Les employés indiens ou cingalais de ce marchand de thé posaient eux aussi. Ils se sentaient français. Les blanchisseuses se faisaient toujours photographier avec les manches retroussées. Ces gens avaient une extraordinaire conscience de soi et le montraient. On faisait un usage d'autant plus important de linge propre qu'on ne se lavait pas souvent de la tête aux pieds. À Hermont, au nord de Paris, les blanchisseuses passaient chaque journée de la semaine agenouillées devant le lavoir. C'est à leurs mains qu'on les reconnaît. Après avoir passé des années à frotter les tissus avec des produits détergents, elles auraient été bien en peine de passer pour des bourgeoises, même avec la plus belle des robes en soie et la meilleure des manucures. Les deux femmes corsetées pourraient bien être la patronne et sa belle-fille. Avec la taille sanglée de la sorte, il est peu probable qu'elles aient pu se pencher à longueur de journée sur un lavoir. La blanchisseuse au centre de la photo paraît âgée et pourtant, elle n'a sans doute pas plus d'une cinquantaine d'années. À la vue de ce corps marqué par le labeur, on peut s'interroger sur l'expression « la belle époque ». Quand il fait beau, les couturières travaillent dans la cour, à moins qu'elles ne soient sorties spécialement pour la photo. Les deux chapelières à l'arrière-plan sont occupées à fabriquer patiemment une œuvre d'art à plusieurs étages. Elles font penser au personnage de Madame la Mort chanté par Rilke, une modiste qui enroule et tord, ruban sans fin les routes,
Sans répit de la terre, invente à partir d'elle ruchers, cocards, nœuds, fleurs et fruits artificiels. Une autre image qui est vraiment caractéristique de la fin du XIXe siècle, c'est la maison Broisat Frères, fabrique de fleurs. C'était une grande industrie que la fleur artificielle au XIXe siècle. Et toutes ces jeunes femmes, toutes ces jeunes filles qui sont au premier plan, ce sont ces petites midinettes qui ont été gravées ou peintes par Helleu, par Boldini, par Stedlen, et qui sont là au premier plan. Et sur le côté, on voit deux hommes qui sont en train de regarder des papiers, l'un qui regarde par-dessus l'épaule de l'autre. Et c'est une deuxième boutique qui est cachée, qui s'appelle Office central des recherches et diligences. Ce sont des gens qui font de l'espionnage et de la filature et ils jouent le personnage, leur personnage. Ce sont donc deux boutiques qui sont représentées. Et contrairement à beaucoup d'autres images de la collection Böckelberg, si on regarde le visage de toutes ces femmes, il y en a au moins la moitié qui sont ravissantes, ce qui est une exception dans la collection Böckelberg. Tandis que les femmes du peuple ont pour habitude de ramener simplement leurs cheveux en chignon au-dessus de leur tête, le coiffeur pour dames élabore des coiffures extravagantes à l'aide de postiches. Il vend également toutes sortes d'accessoires et de perruques sans lesquelles, en ce début de siècle, une femme du monde ne serait pas sortie de chez elle. Il propose par ailleurs des lotions, des brosses, des massages électriques ainsi que des manucures. Dans la mode enfantine, les différences de classe ne sont pas moins marquées que chez les adultes. Chapeaux sophistiqués, robes à dentelle et gants blancs prouvent assez clairement que les petites élèves de l'école catholique de la Compassion, rue Saint-Simon, viennent de familles aisées. La gerbe de fleurs indique un jour férié, la Pentecôte peut-être. Au fond à droite s'estompe une silhouette de bonne sœur. Depuis Jules Ferry, donc depuis la fin du XIXe siècle, l'enseignement est obligatoire pour les garçons et les filles à partir de 6 ans. Cet enseignement se doit d'être laïque. L'instruction religieuse est dispensée le jeudi, journée libérée. Tandis que l'aristocratie se permet quelques extravagances vestimentaires, la mode bourgeoise tend plutôt vers la correction et la dignité. L'habillement est un moyen de se différencier du peuple, y compris pour les petits commerçants et les employés. Rue Clapeyron, monsieur et madame Dutier proposent un travail de tailleur soigné et des costumes pour hommes aux coupes élégantes. Non seulement les habits, mais toute la personne doivent ressortir de cette boutique sensiblement raffermie. Sur ce cliché, les Dutier se tiennent devant leur boutique, raides comme des figurines d'une horloge de beffroi. On s'attendrait presque à ce qu'ils se mettent en branle avec des mouvements saccadés d'automates. Le col de monsieur est tellement amidonné qu'il donne à son cou l'allure d'un tuyau aussi large que sa tête qu'il semble ainsi maintenir en place. La rigidité est d'ailleurs l'un des idéaux aujourd'hui disparus de la mode bourgeoise masculine. Il y a plus d'un siècle, le streetwear et le look casual ou décontracté sont encore inimaginables. Le poète Mallarmé se moque du symbole du bourgeois par excellence, le chapeau haut de forme, auquel il attribue quelque chose de sombre et de surnaturel, selon ses propres mots. Il y voit un signe qui sait solennel d'une supériorité et pour ce motif une institution stable, le plus gros vendu jusqu'à ce jour. Pour la chair, il devait d'abord affronter le taureau. Gigots d'agneau et filets de bœuf sont également livrés à domicile. De diligents livreurs sont prêts à enfourcher leur vélo et à se frayer un chemin à grands coups de sonnette. Toutes les photos sont bien éclairées, donc enfin voilà, c'est pas fait comme ça au débeauté en 5 minutes. C'est très préparé, c'est contrôlé. Il faut les penser plutôt comme des tournages de films, et où là il y a une partie de
des gens qui sont bloqués toute une après-midi, quoi, pour faire plusieurs photos. Après, on choisit la meilleure, etc. Donc c'est toute une... Une photo saisit bien le caractère de la personne. On n'a pas intérêt à lui chercher des noises à cette femme. Interrompue dans son travail de livraison de pain, elle a l'air de dire « Allez, qu'on en finisse. Puisque vous venez m'embêter, allons-y. » Elle a du caractère. C'est une personnalité forte et sérieuse qui demeurera malheureusement anonyme. Presque aucune des personnes représentées sur ces photos n'a pu être identifiée. Nous ne connaissons que le nom des commerces et la date approximative. Beaucoup de denrées que nous achetons aujourd'hui conditionnées et prêtes à la consommation devaient à l'époque être transformées à domicile, moulues par exemple. Aussi le nombre d'accessoires ménagers était-il considérable, de même que les quincailleries. Au milieu de tous ces accessoires, on pouvait à l'occasion trouver des couronnes mortuaires. La fabrication de ces couronnes était non seulement un art en soi, mais elle avait donné naissance à toute une branche de commerce. Les couronnes mortuaires en perles de verre jouissaient d'une grande popularité. Chacun de ces ornements funéraires fort sophistiqués exigeait des milliers de perles de verre enfilées sur du fil de fer. De loin et vus d'aujourd'hui, ils évoquent des napperons en dentelle. Lors d'un enterrement, mais aussi à la Toussaint et les jours de commémoration militaire, ces couronnes étaient portées à travers les rues, puis déposées sur une tombe ou devant un monument. Leur fabrication exigeait tout un savoir-faire qui a entièrement disparu aujourd'hui. Cela demandait non seulement une grande habileté, mais aussi la dignité de mise. D'une manière générale, on prenait la dignité très à cœur dans la profession. Cela commençait bien entendu par la tenue vestimentaire. Il fallait des habits noirs pour lesquels cette élégante boutique fournissait les tissus. Ces 5 femmes portent visiblement leurs marchandises sur elles et affichent la mine grave qui va avec. Telle que nous la voyons fièrement camper au-dessus de ses employés sur le seuil du magasin, la patronne aurait été tout aussi crédible dans le rôle de la reine Victoria. Elle regarde l'objectif avec condescendance et nous pouvons supposer qu'elle régnait plutôt sévèrement sur ces sujets. Cette sombre boutique s'appelait « À la couronne d'immortels » et, curieusement, était située boulevard de Bonne Nouvelle. De nouveaux aspects de la modernité font leur apparition sur ces cartes photos. Voici une de mes photos préférées. Elle montre une agence de publicité. Cet homme a inventé un nouveau procédé qui permet de transformer les trottoirs en support publicitaire. C'est très drôle et graphiquement impressionnant. Grâce à une invention américaine, les vitrines se sont subitement agrandies. Mais demain, y en aura-t-il encore? Une part de civilisation disparaîtra avec elle, mais nous aurons autre chose à la place. Les devantures deviennent inutiles puisque chacun en a désormais une petite sur son portable. Des vitrines telles que nous les connaissions, il n'y en aura plus.